Bonjour à tous, merci à vous d'être avec nous sur France 3 Provence-Alpes pour notre grand débat avec nos confrères de France Bleu et de la Provence, Laurent Grollet et Lilian Renard. Merci, bonjour à tous les deux. En fait, deux débats de 30 minutes sur deux circonscriptions, la 5e du département de Vaucluse et pour débuter, la première du département des Bouches-du-Rhône. Valérie Boyer pour Les Républicains, bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Pascal Chamassian pour La République En Marche, bonjour. Merci à vous d'avoir accepté également notre invitation. Vous êtes donc tous les deux qualifiés pour le second tour de dimanche. C'est vous, Pascal Chamassian, qui êtes arrivé en tête avec 29,43% des voix, suivi de Valérie Boyer. Donc, vous totalisez 24,68% des suffrages, 1630 voix d'écart et une forte abstention, 55,39%. La première circonscription regroupe le 11e arrondissement de la cité phocéenne ainsi qu'une partie du 10e et 12e arrondissement de Marseille. Nous allons vous interroger sur les chantiers législatifs. Sur quel dossier êtes-vous le plus attendu par les habitants de la circonscription, sur les atouts et les faiblesses du territoire sur lequel vous serez élu, soit vous, dimanche prochain. Et pour débuter, le climat de cette campagne, comment vos électeurs l'ont-ils vécu? Élément de réponse avec ces paroles d'électeurs, justement. Écoutons-les. Qu'avez-vous pensé de la manière dont les candidats ont fait campagne dans votre circonscription? On en a très peu vu et il y en a tellement. Quand je suis allé voter hier, j'ai regardé, il y avait plus de la moitié des bulletins qui étaient proposés que je ne connaissais pas. Chacun s'est défendu, donc ça va? Moi, j'avoue que je me suis intéressée qu'à mon candidat. Les autres, pas vraiment. Pour ma part, je n'ai pas vu grand monde. J'ai juste vu deux personnes qui tractaient à la sortie de l'école maternelle de Montolivet. Je ne connaissais pas les candidats. J'ai voté par rapport à ce que je ressentais. Alors je reprends ce qui a été dit dans ces paroles d'électeurs. Les candidats, on ne les a pas vus, pourtant il y en avait 22 qui étaient au départ sur la ligne de départ. Vous-même, vous avez été beaucoup sur le terrain dans cette circonscription. Est-ce que finalement vous n'avez pas le sentiment que ce sont les électeurs qui ne vous ont pas vu parce qu'ils n'avaient pas envie de vous voir, quoi, marre de la politique? Pascal Chamassian. D'abord, ça a été une campagne très courte, donc qui a démarré le 11 mai, en tout cas pour ce qui vous concerne, mais bien sûr. Donc on a eu un mois pour convaincre. Et ensuite, effectivement, on s'est déployé, on n'a pas perdu une minute pendant cette campagne. Alors pour voir tout le monde, c'est toujours très compliqué, mais on a d'autres façons de se faire voir, notamment par notre communication sur les réseaux sociaux. Et puis, on est allé au contact de tous les gens qu'on a pu voir. On n'a pas pu voir tout le monde, mais aujourd'hui, c'est une belle occasion pour que les gens nous rencontrent et nous voient un peu plus. Valérie Boyer. Moi, je ne fais pas trop la différence entre la campagne et l'activité habituelle de député ou de maire. C'est vrai que je suis sur le terrain en permanence. C'est deux moments différents. Du lundi, franchement, pas vraiment. En ce qui me concerne, du lundi au dimanche, on est tout le temps sur le terrain, on est sans arrêt mobilisé. Alors, il y a une intensité particulière pendant la campagne de la part des équipes qui sont auprès de nous. Et d'ailleurs, je remercie très chaleureusement les militants pour leur investissement et les sympathisants également. On rencontre beaucoup de monde dans la journée. On est invité le soir chez des gens, dans des garages, sur des places, enfin dans divers endroits chez eux pour parler du programme, pour parler de nos projets. Donc on rencontre énormément de monde. On a le sentiment clairement exprimé par les électeurs qu'il y en a marre de la politique et des hommes et des femmes qui s'inscrivent dans cette démarche-là. Je pense à cet article de La Provence, c'était il y a 2 jours, sur votre échange d'aimabilité concernant l'affichage. C'est ma place, elle m'a recouvert trop rapidement, ou il me prend mon encart réservé à moi. Franchement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses sur lesquelles il faut progresser et avancer plutôt que ces querelles de politique politicienne?
Écoutez, ça c'est sûr. D'ailleurs, moi, c'est ce que je me suis attachée à faire pendant tout mon mandat de parlementaire, puisque j'ai été une parlementaire particulièrement active sur des sujets d'importance nationale. J'ai toujours eu à cœur de mettre en avant l'excellence marseillaise sur des sujets de fond, par exemple la préservation de nos savoir-faire artisanaux et industriels avec le savon de Marseille, la défense des habitants du secteur avec la préservation des personnes qui vivent autour de l'usine du site Seveso d'Arkema en leur permettant d'être confinés, la liberté des femmes, etc. Tout ça, ça fait partie des sujets que j'ai traités. Et d'ailleurs, quand je suis dans la circonscription, je sais que les habitants me posent des questions, par exemple sur les questions de santé, sur mon engagement parlementaire ou sur mon engagement de terrain. Vous n'avez pas le sentiment qu'on a une campagne parasitée par des choses très futiles, finalement? Tout à fait. Moi, j'ai lancé un appel dès lundi parce que je trouvais que cette campagne n'était pas propre au sens propre comme au figuré, puisque effectivement, il y a eu une espèce de bagarre sur l'affichage qui, d'après moi, n'est pas très saine. On a assisté aussi pendant toute cette campagne à des méthodes qui, d'après moi, datent de la vieille politique. Est-ce que vous visez quelqu'un en particulier? Non, je dis que, par exemple, moi, dimanche, j'ai eu des centaines de bulletins qui ont été raturés. J'ai des tracts anonymes qui me sont adressés. Tout ça, pour moi, ça fait partie de la vieille politique. Aujourd'hui, les gens en ont marre. C'est tout ce qu'ils rejettent. C'est vrai. Aujourd'hui, ils veulent aller de l'avant. Et l'élection d'Emmanuel Macron l'a prouvé. Aujourd'hui, les gens, ils veulent autre chose. Et ce qu'on vient de voir dimanche en France le prouve. Sur les vieilles pratiques, effectivement, c'est particulièrement choquant. Moi aussi, j'ai fait l'objet de remarques sexistes. C'est que j'ai été traitée de Miss par M. Chamassian, par exemple. Ce que jamais on pourrait... c'est vrai, quand on s'est traité de Miss Arménie, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour blesser, pour être dégradant. Et c'est vrai que dimanche, moi, j'ai eu des tracts avec, évidemment, des remarques sexistes, des dessins obscènes, etc. Alors, donc tout ça, effectivement, mais vous savez, moi je préfère qu'on s'attache à parler du fond, je préfère qu'on s'attache à parler des dossiers qu'on doit défendre. C'est la raison pour laquelle on vous a invité à venir débattre sur ce plateau et on va aborder ces points effectivement de fond dans un instant. Juste un mot sur votre profil, Pascal Chamassian. Vous faites de la politique depuis très longtemps. Vous avez été suppléant vous avez été suppléant plusieurs fois de Christophe Masse. Vous avez été élu sur les listes de Jean-Noël Guérini en 2008. Vous êtes toujours conseiller d'arrondissement dans le 2e et 3e arrondissement de la cité phocéenne. C'est quoi finalement la différence entre votre engagement d'hier et celui d'aujourd'hui, à part l'étiquette qui a changé? Alors moi, je suis salarié depuis 32 ans et je travaille depuis 32 ans dans une entreprise et je ne vis que de ça. Je suis parallèlement un militant associatif engagé depuis 30 ans. C'est vrai que j'ai fait de la politique en 2008 sans avoir jamais adhéré à un parti. Je n'ai jamais adhéré à un parti. J'ai été conseiller municipal d'ailleurs dans ce secteur, ce qui me confère une légitimité sur ce territoire. Puis en 2014, j'ai effectivement pris du recul, notamment en voyant, ça m'a permis de voir ce qui se passait dans les partis. Et dans ces partis traditionnels, je crois qu'aujourd'hui, les gens ont voulu, encore une fois, rejeter tout ça. Et ce qu'incarne Emmanuel Macron aujourd'hui, puisque vous me posez la question, c'est un renouveau en politique. C'est transcender ces clivages que les gens ne supportent plus. Même question, et puis on passe vraiment à autre chose, donc je vous demande une réponse très rapide. Vous avez soutenu un candidat qui a été éliminé dès le premier tour. C'est aussi le rejet d'un des deux partis qui se partagent le pouvoir depuis des décennies. Est-ce que vous avez pris conscience de ce ras-le-bol, de cette politique à l'ancienne? Peut-être vous incarnez, pas vous, Valérie Boyer, mais du parti auquel vous appartenez. Vous voyez, moi, je ne pense pas faire de la politique à l'ancienne, bien au contraire. D'abord, je pense que faire de la politique autrement, c'est tenir ses engagements. C'est par exemple, quand on est élu, c'est siéger, c'est aller... Parce que quand on a un mandat, quand des électeurs nous ont fait confiance, la moindre des choses, c'est soit on démissionne, soit on siège. Moi, mes mandats, je les assume. C'est vrai que je ne pratique pas non plus le nomadisme. Je ne suis pas élue dans le 11-12 et puis après dans le 2-3 pour être derrière M. Menucci, comme M. Chamassian, etc. J'ai toujours assumé. J'ai toujours assumé. Vous voyez, 45 ans de mandat. Vous cumulez 45 ans de mandat. Soyons sérieux. On va y passer rapidement. À votre âge, 45 ans de mandat à votre âge. Et je siège. Oui, je cumule aussi plus de 25 ans d'activité professionnelle dans le domaine de la santé et du social. J'ai fait en sorte de toujours être indépendante et de travailler aussi et d'avoir une activité professionnelle, d'ailleurs, qui m'a conféré des compétences que j'ai mises à profit dans mon mandat. L'élection législative, vous le savez, c'est un scrutin local, certes, mais l'élu devra voter, proposer des textes, ce qui s'appelle voter des lois, pour faire plus simple, qui s'appliquent à l'ensemble de la nation. Qu'attendent les électeurs de leurs députés? Sur quel chantier? Élément de réponse.
Qu'attendez-vous en priorité de votre député qui respecte ses engagements? Qui s'occupe un peu plus des gens de mon âge, par exemple. Qu'il nous écoute, qu'il soit présent dans ce que nous souhaitons. Après, il est évident qu'il fera ce qu'il peut faire. Mais bon, c'est pas toujours évident. Qu'au moins il soit le haut-parleur de ce que pensent les gens en bas. Un député devrait être sur le terrain, devrait passer, on devrait le voir, on devrait discuter et lui soumettre les problèmes que les habitants d'un quartier ont régulièrement. Lilian Renard de la Provence. Donc on l'a bien entendu, les gens veulent des députés investis, veulent des députés présents sur le terrain. Valérie Boyer, vous étiez députée, maire d'arrondissement, ça fait beaucoup, la loi l'interdit désormais. Pourtant, les électeurs ne vous ont pas placé en tête au premier tour. Est-ce que vous ne payez pas ici un peu l'éloignement, votre campagne présidentielle auprès de François Fillon, qui vous a fait finalement, au moins symboliquement, oublier vos électeurs? Absolument pas. Je pense que c'est tout l'inverse, parce que je suis quand même la candidate de ma famille politique la mieux placée des Bouches-du-Rhône. D'autre part, quand je vois la mobilisation qu'il y a autour de nous, ça me semble très important. Vous savez, le mouvement d'abstention, il a commencé avec l'élection d'Emmanuel Macron. C'est quand même le président de la République le moins bien élu de la Ve République. Et aujourd'hui, les Français ne se sont pas déplacés aux urnes, peut-être parce qu'ils sont lassés d'une année complète électorale, etc. Cumul des mandats, une des premières lois qui va arriver devant le Parlement, qui est présentée aujourd'hui au Conseil des ministres, c'est la loi de la moralisation sur la vie politique, qui interdira le cumul dans le temps aussi. Pascal Chamation, c'est une loi qui vous semble cardinale, importante, que vous soutenez? Tout à fait, bien sûr. Et c'est un des points forts du programme d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, je constate que toutes les lois précédentes qui visaient à plus de transparence et à plus de moralisation de la vie politique, Mme Boyer n'en a pas voté une pendant ses mandats. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je pense aujourd'hui, c'est que je me présente à une élection législative en tant que député. Moi, si je suis député, c'est parce que j'ai bien conscience que je serai un député à 100% et que je ne ferai que ça. Je ne cumulerai pas avec notre mandat. Et d'ailleurs, pour ce qui est de ma concurrente, il faudra bien qu'elle fasse un choix si c'est elle qui est élue. Donc, alors on va lui poser pour ce qui me concerne, et je termine, c'est que moi, si je suis député, je partagerai mon temps entre les travaux à l'Assemblée nationale, pour faire la loi, pour contrôler l'action du gouvernement, et puis, bien sûr, pour être auprès des électeurs et des habitants de nos quartiers. Ça veut dire que je serai dans la proximité et je consacrerai mon temps à tout ça. Alors, deux questions en une. Quel mandat choisirez-vous si vous êtes réélu dimanche prochain, premièrement ? Deuxièmement, si vous êtes élu, voterez-vous cette loi sur la moralisation de la vie publique? Alors, la première chose que je dois vous dire, c'est que c'est la loi qui dit que quand on est élu, on abandonne le mandat. Donc, effectivement, si je suis réélu, je resterai députée. Ce que je voudrais dire, c'est que quand j'ai un engagement, moi, je le tiens. Et je l'ai prouvé. Par exemple, c'est vrai, je comprends que M. Chamation dise qu'il est député à 100%. C'est mon cas. Je suis député et maire à 100% sur le territoire. C'est pas trop. Écoutez, c'est exactement ce qui se passe pour mes collègues. Maintenant, la loi l'interdit. Effectivement, si je suis élu, je choisirai le mandat. Enfin, la loi choisira pour moi le mandat de député. Mais là, vous savez, les déclarations, c'est bien, mais la preuve par l'exemple, c'est encore mieux. Quand on a un mandat, M. Chamation, on le tient. Et quand on est élu quelque part, et par exemple à la mairie du 2-3, on siège, on ne se met pas en veille, on va et on siège parce qu'on a un mandat des électeurs. Et ce mandat des électeurs, eh bien, on l'assume. Donc, effectivement, moi, la loi sur la moralisation de la vie politique, telle qu'elle est présentée par le gouvernement actuel, elle me gêne parce que j'ai l'impression qu'on joue un petit peu les perles à vertu, mais que ce sont les petits arrangements entre amis. Par exemple, il n'y a rien dans cette loi de la moralisation de la vie politique sur le conflit d'intérêts. Et qu'est-ce qu'on constate depuis le début du mandat? Qu'est-ce qu'on constate depuis le début du mandat? Qu'on a l'affaire Ferrand, qu'on a l'affaire de Sarnez, qu'on a l'affaire de la ministre du Travail et qu'on a les affaires Bayrou. Vous êtes bien placé pour les affaires, Madame Boyer. Je pense qu'il faut se Vous la voterez ou pas cette loi? Brièvement, oui. Mais ça dépend ce qu'il y a dedans. Pour l'instant, ce sont des promesses, mais moi, j'aimerais bien qu'on aille plus loin et qu'on réfléchisse vraiment aussi à l'efficacité de l'élu et à la tenue des engagements. Ça, c'est la moralisation. Aujourd'hui, on vous dit, voilà, vous ne siégez pas dans l'endroit où vous avez été élu, à la mairie du 2-3. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez, que les gens s'interrogent sur des élus qui désertent les assemblées? Je ne déserte pas. En fait, ce qui s'est passé en 2014, et Madame Boyer est quand même la dernière protagoniste de cet accord scélérat qu'il y a eu en 2014 entre Madame Boyer et la maire actuelle du 2-3. Moi, quand j'ai vu ça, c'est ce que j'ai vu, et ses amis, quand j'ai vu ce qui se passait à l'intérieur des partis politiques,
Que voulez-vous qu'on fasse? Qu'on continue à nourrir cette bête, cette machine? Moi, j'ai pris du recul en me disant que ça ne pouvait plus durer. Et d'ailleurs, quand je dis que je prends du recul, j'ai continué à travailler, que ça soit clair pour tout le monde. Et je n'ai jamais adhéré à un parti. Et je me disais qu'il fallait bien faire quelque chose dans cette ville, pour notre ville. Et je pense que le fait de transcender ces clivages et de rassembler les talents était quelque chose de très important. Concernant la loi, moi je pense qu'aujourd'hui, dans la loi qui est présentée, il y a des choses qui sont très fortes, comme la suppression de la réserve parlementaire, comme la suppression, l'impossibilité de, et ça je tiens à le dire, d'employer des gens de sa famille. Et ça, je pense que l'affaire Fillon nous a prouvé que ça pouvait aller très loin. Et Mme Boyer est restée collée à M. Fillon jusqu'au bout. Oui, et je crois qu'aujourd'hui, c'est bien que dans la loi, on puisse inscrire ce genre de choses. Qu'est-ce qui vous gêne dans cette loi ? Je pense qu'elle va à la fois pas assez loin et que c'est une loi cosmétique. On est encore dans la com. Et parce que, franchement, si on voulait vraiment moraliser la vie politique, eh bien peut-être que les 4 ministres que je viens de citer, peut-être qu'ils auraient déjà dû donner leur démission. À un moment donné, on ne peut pas être dans le cosmétique, dans l'annonce et pas aller au fond des choses. Alors, Madame Boyer, votre champion a dit que s'il était mis en examen, il ne se présentait pas. Et il ne l'a pas fait. Comment vous pouvez parler de moralisation? On va peut-être s'intéresser au vrai sujet. Vous ne pouvez pas donner de leçons sur ce point. On va revenir sur le rôle du député. Je le disais tout à l'heure, c'est de voter et de proposer évidemment des lois. En quoi le législateur peut-il intervenir concrètement à l'échelle d'une circonscription? Tenez par exemple, sur quel dossier vous, Pascal Chamassian, si vous êtes élu, vous seriez susceptible d'intervenir pour régler une question sur votre territoire? Je pense qu'il faut bien scinder, et pour que les gens comprennent qu'un député et un maire, c'est pas la même chose. C'est pour ça que je pose la question. Il faut arrêter aussi de partir sur des promesses, quand vous êtes en campagne, des promesses non tenues. C'est ça aussi, gratis, hein. C'est ça aussi qui a fait que les gens se sont détournés de la politique et sont partis vers les extrêmes. Je pense qu'il faut dire qu'aujourd'hui, un député peut être un catalyseur, quelqu'un qui va pouvoir mettre des gens autour d'une table, les acteurs locaux, que ce soit les institutions, que ce soit les acteurs de terrain, sur des grands problèmes de notre circonscription, l'urbanisation sauvage et par exemple, dans notre secteur, un problème très important. Quand on est député, qu'est-ce qu'on peut y faire là-dessus? On peut déjà essayer de rassembler tous les protagonistes pour respecter un cadre et pour que tout le monde puisse... C'est pas le député qui délivre les permis de construire. Le député est un catalyseur. Sur les problèmes de sécurité, c'est la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, un député de la majorité présidentielle, et c'est pour ça que je me présente, aura plus de facilité sans doute à faire en sorte que la sécurité soit renforcée, 10 000 emplois de plus promis par Emmanuel Macron. Sur l'environnement, vous me demandez quels sont les sujets. Je rencontre beaucoup de gens aujourd'hui qui se plaignent au niveau de la pollution de l'air, au niveau du bruit dans ce secteur. Il y a tout un tas de problèmes sur la circulation, sur les transports, où le député peut être un excellent catalyseur. Valérie Boyer. Écoute, moi je pense que... Comment ? Un dossier prioritaire? Il y en a plusieurs. Effectivement, le dossier prioritaire, vous savez, quand on est un élu de terrain comme moi, on voit les ravages de la loi Duflot, notamment sur l'urbanisation sauvage, parce que ça a fait exploser les coefficients d'occupation des sols. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est confronté à cette pression dans notre secteur. Et c'est pour ça que je lutte justement pour préserver nos noyaux villageois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pas trop, c'est faux. Renseignez-vous. C'est faux. Demandez aux gens. C'est la mairie. C'est la mairie, c'est la députée. Mais justement, moi, je ne distribue pas les permis. Si vous étiez bien renseigné, vous savez que ce n'est pas moi qui les distribue. Je donne un avis, la plupart du temps défavorable. Et justement, je suis parvenue, en tant qu'élu de terrain, à faire en sorte que certains noyaux villageois soient préservés dès à présent, avant la réforme du plan d'occupation des sols. Ce sera voté au prochain conseil municipal. Autre chose, ce que je voudrais faire, bien évidemment, c'est la sécurité. La sécurité et l'emploi qui sont des priorités pour nous. Et moi, j'ai une proposition de loi qui me tient particulièrement à cœur. Je souhaiterais faire en sorte que pour les familles qui accueillent un enfant handicapé, elles puissent avoir une part fiscale totale. Vous savez, je me suis toujours beaucoup battue pour la santé, pour la famille, et je tiens à le faire. Et je voudrais rajouter un dernier point. Très rapidement. Je n'ai pas un double langage. Ça, c'est clair. Par exemple, moi, quand je défends la sécurité, eh bien, je ne suis pas avec mes amis, ou quand je défends les quartiers, je n'ai pas des amis qui, par exemple, ont totalement cassé la politique de la ville de l'11e arrondissement, comme l'a fait le gouvernement Hollande pendant ces 5 dernières années. Pascal Chamassian, vous répondez très rapidement et on change de thématique. Sur le handicap, c'est une très belle proposition et ça tombe bien puisqu'Emmanuel Macron a décidé d'en faire la priorité de son quinquennat. Donc, je pense que c'est des choses qui vont avancer alors que depuis des années où la droite et
et la gauche, tels qu'on les connaissait, étaient au pouvoir, les choses n'ont pas suffisamment avancé, vous le savez bien, Madame Boyer. Merci Lilian, à tout à l'heure. 7 circonscriptions qui regroupent, je vous le rappelle, le 11e arrondissement est parti des 10 et 12e ne sont pas les quartiers les plus défavorisés de la cité phocéenne, ni les plus touchés par l'insécurité, même si hier soir, un homme a été abattu à la cité Herbel, où vous avez une permanence, il me semble. Tout à fait, voilà. Ma permanence est juste à côté. Il y fait plutôt bon vivre et les habitants ne souhaitent pas que ça change, ou pas trop. Écoutons-les. Quels sont les atouts et les handicaps de votre circonscription? Je pense que les atouts sont les moyens de transport, sont le métro, le tramway et le bus. Et puis c'est un quartier tranquille où il y a encore beaucoup de verdure. C'est un quartier qui a encore l'esprit villageois, même si aujourd'hui avec toutes les constructions, c'est un petit peu moins le cas. C'est qu'on n'est pas loin du centre-ville, que c'est encore bien arboré, on s'y sent bien parce qu'on est quand même aussi en sécurité. C'est une circonscription dynamique qui est quand même relativement éclatée, c'est-à-dire que socialement elle n'est pas uniforme, mais c'est pas plus mal, il y a une certaine diversité dans la circonscription. Après, les atouts et les handicaps, je dirais que c'est un peu ceux de Marseille. C'est meilleur état que certains quartiers, les quartiers nord en particulier. Mais un certain enclavement, c'est un peu isolé, c'est assez coupé. Laurent Grollet. Donc on l'a entendu dans ce reportage, les atouts, on l'a peut-être pas entendu, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'Uvonne, l'industrie qu'il faut préserver, peut-être avec des problèmes d'environnement. Oui. Puis ces quartiers qui poussent, c'est pas un quartier un peu champignon, vous l'avez évoqué Pascal Chamassian, vous avez dit l'urbanisation sauvage. Qu'est-ce que vous ferez à l'Assemblée nationale pour justement équilibrer tout cela dans cette circonscription? Je pense que cette circonscription est très belle, mais elle est très disparate aussi. On a à la fois les collines de Marcel Pagnol, on a de très beaux noyaux villageois, et puis on a cette vallée de l'Uvonne qui peut contenir sur sa rive des cités qui sont assez paupérisées, une désindustrialisation qui est là aussi. Et je crois qu'il faut recoudre et retisser ces quartiers. La population a envie de ça. C'est vrai qu'il y a des transports qui existent sur le 12e arrondissement, mais qu'on sent que sur le 11e arrondissement et toute la vallée de l'Uvonne à montant du 10e, il faut désenclaver ces secteurs. Sur l'urbanisation, c'est ce que je disais, parce que c'est vrai que c'est des quartiers où les gens vont pour aller chercher une qualité de vie qui existe, parce que ce sont des très beaux quartiers, mais la qualité de vie se dégrade puisqu'effectivement la circulation devient très difficile, la voirie n'est pas adaptée, les équipements publics ne sont pas forcément là, et c'est sur tous ces dossiers qu'il va falloir se mettre, je le redis, le député n'est pas le maire de ce secteur, mais il peut être quelqu'un qui impulse quelque chose au niveau du territoire avec à la fois les institutions, à la fois les acteurs de terrain qui sont nombreux et que je veux saluer ici. Valérie Boyer, vous avez essayé de réguler tout cela? Tout à fait. Moi, j'ai même déposé une proposition de loi dans le mandat de Hollande, justement pour qu'on ne puisse pas construire un certain pourcentage tant qu'on n'avait pas les infrastructures nécessaires. Elle m'a été refusée. Vous savez, c'est bien d'avoir des projets pour les quartiers, mais c'est encore mieux quand on a des paroles et des actes. Par exemple, la vallée de l'Uvonne, pour moi, c'est un sujet qui est majeur. Je voudrais que ce soit un pôle de développement de la ville. Pourquoi? Parce qu'il a de nombreux atouts. Il y a l'Uvonne, il y a les transports parce qu'ils existent, il y a le train, il va y avoir la 4e voie de chemin de fer. On va en profiter pour faire des aménagements urbains sur lesquels je travaille déjà. Et surtout, ce que je déplore, par exemple, c'est que les amis de M. Hollande, pendant tout leur mandat, ont cassé la politique de la ville dans ce secteur, alors que j'avais obtenu un plan de rénovation urbaine pour Herbel, un plan de rénovation urbaine pour Saint-Marcel. Tout ça, ça a été supprimé par la gauche. Donc moi, je tiens absolument à remettre ça sur le tapis. Autre chose aussi extrêmement important, les transports. Bien évidemment, on a un projet de prolongation du tramway qui va du terminus de Caillol. C'est la bonne solution, le tramway, là? Comment? C'est la bonne solution, le tramway? En l'occurrence, pour ce secteur, c'est une partie de la bonne solution parce qu'il pourrait aller du terminus de Caillol en passant devant l'hôpital Val-Vert, se prolonger jusqu'à Emmaüs, aller vers Chartres et rejoindre la gare de la Barrasse. C'est le projet. Non, mais ça coûte peut-être très cher, mais ça permet de boucler avec le train. Donc nous avons des atouts. Je cherche à les développer. Beaucoup de choses sont déjà faites. Et puis c'est un territoire où il faut préserver la qualité de vie et c'est ce que je m'attache à faire en tant que député comme en tant que maire. C'est totalement complémentaire. C'est la raison pour laquelle, et j'insiste, c'est la raison pour laquelle j'avais déposé cette proposition de loi et que je tiens
qu'à le faire. Et vous savez qu'il y a la modification du PLUI, et donc qui va permettre aussi de redéfinir par les habitants ce qu'ils souhaitent pour le secteur. Je pense qu'un député qui sera dans la majorité présidentielle aura plus de facilité, notamment à déposer des propositions de loi et avancer sur ce terrain-là. Il est vrai que sur ces quartiers est de Marseille, on a un sentiment d'abandon dans certains endroits, et je pense et je crois qu'on peut faire, à l'instar de ce qui a été fait sur la Joliette ou sur la Belle de Mai, créer des incubateurs, des pépinières. J'ai rencontré des start-upers. J'ai rencontré des start-upers. Il y a une dynamique qui existe aujourd'hui. Il y a des jeunes entrepreneurs. Il faut créer des lieux, des écosystèmes, comme ça a été fait. Il faut qu'il y ait une volonté aujourd'hui pour que sur ces quartiers Est, on puisse développer et faire la même chose qu'on a pu faire à la Joliette ou à la Belle de Mai. Donc un député pourra impulser aussi ce genre de projet. Ça existe déjà sur la vallée du Vaune. Vous avez parlé de Remède 3. Exactement. Moi, je parle de Remède 3. Comment on assure justement un équilibre entre qualité de vie dans ces noyaux villageois et une industrie qu'il faut relancer, une industrie propre, une industrie qui est quand même classée en partie Seveso? Pour la partie Seveso, vous le savez que justement j'ai changé la loi pour permettre aux personnes qui sont à proximité de l'usine Seveso d'être protégées. Ça a été le cas et ça a été fait dans des conditions éthiques et équitables. Donc vous voyez qu'on peut modifier la loi. Et puis pour faire un Remède 3 vous avez beaucoup de la vallée du Vaune, on en parlera une prochaine fois. Il faut qu'on rattrape. Voilà, s'il vous plaît. Pascal Chamassian. Sur ces points-là, écoutez, moi je vous ai dit ce qui me paraissait important. Je pense que les deux points clés au-delà de relancer l'emploi... Qu'est-ce qui vous différencie de Valérie Boyer finalement? Ce qui me différencie, c'est quand même aujourd'hui l'application d'un programme présidentiel. Je le redis, un député aujourd'hui va être là pour appliquer un programme présidentiel où on va parler de pouvoir d'achat. Non. On va parler de pouvoir d'achat. On va parler de sécurité, je l'ai redit, on va parler d'éducation, les zones REP, REP+, où on va passer les classes on va dédoubler les classes de CP, CE1 à 12 élèves. On est là pour faire valider ce programme. Et je pense que ça serait dommage que les habitants de cette première circonscription des Bouches-du-Rhône restent en retrait et ne prennent pas le train qui est en train de partir. Sur les rythmes scolaires, là, puisque vous l'évoquiez, oui. Le maire de Marseille, il doit rester à 4 jours, revenir à 5. Le maire de Marseille, il fera ce qu'il veut, puisque le ministre de l'Éducation rend la liberté... Non, mais quel est votre avis puisque, effectivement, ça fait partie du projet d'Emmanuel Macron de rendre cette liberté au maire. La première des choses, c'est que le ministre de l'Éducation nationale rend la liberté au maire, ce qui semble être une bonne nouvelle, d'après ce que j'entends sur le terrain. Ensuite, le maire de Marseille, je demande à ce qu'il évalue la politique qui a été mise en place, et puis qu'il prenne la décision qui sera la sienne. Alors, Laurent, c'est terminé pour cette séquence. Vous revenez tout à l'heure, puisqu'on arrive au terme de ce débat. 1 minute vous a été réservée à tous les deux pour convaincre les électeurs de voter pour vous. Nous débutons avec vous, Valérie Boyer. Voilà, vous regardez cette caméra, vos électeurs vous écoutent et vous regardent. Si je suis candidate, c'est pour continuer le travail que j'ai amorcé avec vous, chers Marseillais, depuis plusieurs années. Nos quartiers méritent un engagement total, une vraie connaissance de nos noyaux villageois et de leur identité. Je veux continuer à mettre en valeur l'excellence marseillaise. Je veux continuer à faire du Made in Marseille pour faire du Made in France, comme je l'ai fait par exemple sur le PPRT Arkema, sur la L2 ou sur le savon de Marseille, ou encore sur la santé. Je veux dire aux Marseillais et aux Marseillaises, ne baissez pas les bras, allez voter, défendez vos valeurs, défendez vos convictions. Ne faites pas en sorte que le premier parti de France soit celui de l'abstention. Opposez-vous à la pensée unique. Opposez-vous au parti unique. Je ne suis pas prête à donner un chèque en blanc à M. Macron. Je ne suis pas d'accord avec lui sur la fiscalité et notamment le matraquage fiscal des retraités et des familles. Je ne suis pas d'accord avec lui sur son absence de projet sur l'immigration. Je ne suis pas d'accord avec lui sur sa vision de la lutte contre le terrorisme, d'ailleurs qui est absente. Je ne suis pas d'accord avec lui sur sa vision de la famille. Mais je ne suis pas non plus dans une opposition stérile. J'ai toujours participé dans la majorité ou l'opposition à être une force de proposition, une force de loi. Je veux participer au redressement de la France et je voudrais dire un dernier mot aux Marseillais. Votez pour une femme qui vous connaît, qui vous aime. Non, c'est terminé. Voilà. Non, mais ça c'est très bien. Mot de la fin. Bah oui, c'est comme ça. C'est 1 minute et c'est pas plus. Pascal Chamassian, pareil. 1 minute, pas plus. La caméra est là. Chers habitants des 10e, 11e et 12e arrondissements de Marseille, dimanche dernier, vous m'avez placé largement en tête du premier tour de ces élections législatives. Dimanche, je vous incite et je vous invite à amplifier et confirmer ce choix. Si je suis votre député dimanche, sachez que j'incarnerai le renouvellement promis et souhaité par Emmanuel Macron. Pas seulement un renouvellement des têtes, mais aussi le renouvellement des pratiques et des usages. Si je suis votre député dimanche,
je serai un député à 100% et je partagerai mon temps entre l'Assemblée nationale et un travail de proximité avec vous. Le défi qui est devant nous dimanche est clair. Il s'agit d'inscrire les habitants de ces quartiers est de Marseille dans la majorité présidentielle pour être plus efficace sur les questions de sécurité, d'éducation, de transport, d'environnement. Dimanche, l'enjeu est majeur. Il s'agit pour nous de tourner la page de la vieille politique et de prendre le train de l'histoire, celui de la formidable recomposition politique en cours. Alors dimanche, chers électeurs, ne restez pas en marge de l'histoire, faites-moi confiance. Merci Pascal Chamassian. Donnez une majorité Terminé. Merci. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau pour débattre. Merci beaucoup. Allez, arrêtons-nous désormais sur ce deuxième débat dans quelques instants. Voilà, alors que Jean Viard fait la bise à Pascal Chamassian, vous venez de le voir sur l'image. Deuxième débat donc sur la 5e circonscription du département de Vaucluse qui regroupe les cantons d'Apt, Carpentras Nord, Gordes, Mormoiron, Pertuis et Sceaux. C'est la plus grande circonscription du département de Vaucluse. C'est vous, Jean Viard, qui êtes arrivé en tête pour La République En Marche avec 33,3% des voix. Julien Aubert pour les Républicains, vous êtes second et donc évidemment qualifié avec 20,96% des voix. Vous serez interrogé par Lilian Renard de la Provence sur les atouts et les handicaps de ce territoire et c'est Laurent Grelet de France Bleu Provence qui vous questionnera tout à l'heure sur les questions agricoles. Auparavant, quelle ambiance cette campagne qui n'a pas soulevé l'enthousiasme ni attiré la grande foule le jour de l'élection? Je vous rappelle que l'abstention ce jour-là, dimanche dernier, était de 50,09%. Nous sommes allés à la rencontre de vos électeurs. Écoutez ce qu'ils en ont pensé de cette ambiance de campagne. Écoutons-les. Qu'avez-vous pensé de la manière dont les candidats ont fait campagne dans votre circonscription? Je ne juge pas la manière dont ils ont fait campagne, mais moi je sais comment j'ai fait campagne et c'est moi qui suis allée chercher l'information. Je ne me suis pas trop préoccupé de leur campagne. On ne les a pas vus. On ne les a pas vus du tout. D'habitude, on les voyait sur les marchés, dans la rue et tout. On ne les a pas vus. Ils ont mis des bureaux. Si on ne va pas dans les bureaux, on ne les voit pas. Ouais, plutôt bon, très présent dans la ville, se présenter. Voilà, non, très intéressant. D'ici là, ils ont fait quelques tours dans des lotissements, mais bon, il n'y a pas eu vraiment de choses. Enfin, on n'a pas été sollicités, quoi. J'ai juste vu leur flyer avec ce qu'ils proposent, mais je ne les ai pas vus personnellement, non. On n'a vu personne, ça a été très bizarre. Alors, ces gens, ces personnes ont été interrogées à Carpentras, qui fait partie, effectivement, Carpentras Nord, qui fait partie de votre circonscription. Votre première réaction, on ne les a pas vus, ils ont distribué quelques flyers, on ne sait pas qui c'est. C'est quand même incroyable, quoi, le fait que... Alors que vous avez fait campagne, très clairement, on a fait des reportages, mais on a le sentiment que ça n'a pas marqué les gens, quoi. Pour quelle raison? Est-ce que vous avez une explication? Julien Aubert et puis Jean Viard. C'est pas très étonnant, la 5e circonscription, elle est très vaste. Ça fait 5 ans que je suis élu sur ce territoire. Je n'ai jamais rencontré, je crois, les personnes qui ont été interviewées, pour vous dire. Il y a quand même 100 000 personnes qui y vivent. Enfin, c'est un peu compliqué de mémoriser l'intégralité des habitants qui y vivent. Je sais que j'ai fait 6 000 kilomètres en un mois. Mais visiblement, et que même malgré des journées de 12 ou 13 heures ou 14 heures parfois, il y a un moment donné où de toute manière, vous n'arriverez pas à rencontrer tout le monde. Mais vous n'avez pas le sentiment, Jean-Marc, que les gens finalement n'ont pas envie d'imprimer? On ne peut pas dire les gens. Bon, vous trouvez des gens dans la rue qui ne nous ont pas vus. C'est vrai, il y a 100 000 habitants à peu près. C'est vrai qu'en un mois... Même réaction que les paroles des lecteurs à Marseille. Non, mais je sais, mais moi je dis une chose simple, si vous voulez. Emmanuel Macron avait eu 19% dans cette circonscription, on a eu plus de 33%. Donc il s'est bien passé quelque chose. Donc les réunions qu'on a fait, les flyers qu'on a distribués, etc., ont permis cette progression qui est une des plus fortes de France. Donc si vous voulez, ça montre bien que ce qu'on a fait a touché une partie de la société. Mais après, vous savez, les gens, ils se parlent. Donc vous envoyez un, il en parle à 10 autres, il raconte, etc. Évidemment qu'on ne voit pas 100 000 personnes. Mais moi, quand je vois la progression qu'on a eue, je me dis quand même, on a imprimé. Oui, ça se traduit aussi dans les urnes, avec un taux d'abstention qui est unique. Oui, enfin, le taux d'abstention qui fait que même le premier, si vous voulez, a été élu par environ 16% des électeurs inscrits. Donc, d'un point de vue démocratique, c'est inquiétant parce que ça montre effectivement... Mais vous n'êtes pas responsable de ça ?
Mais je pense que les Français en ont marre. Moi, je l'avais déjà dit, je n'étais pas très favorable aux primaires. Bon, on a eu les primaires, on a eu les présidentielles, qui se sont passées dans un contexte étouffant. Les législatives, vous avez en plus une attitude caniculaire, enfin une atmosphère caniculaire. Tout ceci fait qu'en plus, il y a des confusions, des gens qui changent de bord, des gens qui se recyclent. Je crois que les Français en ont un peu assez. Alors justement, votre adversaire, mais peut-être qu'il y reviendra, Jean Viard a dit que vous êtes issu de l'ancien système. Alors c'est vrai que vous avez été conseiller municipal, conseiller communautaire, apparenté socialiste à Marseille. Ce ralliement à la République En Marche, vous avez été le premier à avoir été investi pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est une adhésion idéologique ou c'est une opportunité politique ? Ce n'est pas une opportunité politique. Si j'avais voulu faire une carrière politique, j'aurais commencé avant. En plus, j'ai été déjà élu à Marseille. À Toulon, j'ai fait tourner le théâtre de Chafta-Wallon quand la ville était Front National. J'avais déjà contribué à la reconversion de la base d'Albion. J'ai toujours eu une activité de citoyen dans cette région, élu ou pas élu. Bon. Là, effectivement, il se trouve que je suis très profondément d'accord avec Emmanuel Macron et qu'en plus, dans cette circonscription, M. Aubert avait été élu en 2012 avec les voix du Front National. Et donc, je me suis dit, qui peut empêcher le Front National de gagner? Il se trouve qu'il ne s'est pas au deuxième tour, c'est pas une mauvaise nouvelle. Mais je veux dire, il y a 6 mois, 1 an, ils ont fait plus de 45% régional. Je me suis dit, peut-être que moi, je peux faire que cette circonscription soit un Front National. Mais je suis très profondément en accord avec la politique qui est proposée, qui est pour moi une politique très nouvelle dont on a absolument besoin. Julien Aubert. Je crois que M. Viard avait mal vu les chiffres au régional dans ma circonscription. C'était la seule circonscription où justement Marion Maréchal Le Pen avait été battue. Donc on n'a pas besoin forcément des gens de Marseille pour venir battre le Front National. Et puis, vous êtes de Marseille comme moi, M. Aubert. Où est-ce que vous avez été enfin arrêté un peu ce discours? Parce que j'ai été élu 6 mois à Marseille. Si vous permettez de terminer. Je crois que si vous voulez, le sujet, c'est pas de se présenter en politique pour être contre les uns ou contre les autres. Moi, je suis un député sortant, j'ai un mandat, j'ai un bilan, j'ai travaillé. Et donc à un moment donné, j'aime mon territoire. Et c'est les raisons pour lesquelles je veux repartir pour 5 ans. Je crois qu'on ne peut pas limiter un engagement politique uniquement en disant je viens pour faire battre un tel ou faire battre un tel. Julien Aubert, vous étiez contre les primaires, certes, mais on vous a vu aux côtés de François Fillon lors du rassemblement du Trocadéro. Vous étiez d'ailleurs plutôt bien placé, juste derrière le candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que finalement vous n'avez pas le sentiment de payer cette proximité ? Non, je ne crois pas, parce que 5-6 points de moins qu'en 2012. Quand vous regardez les résultats nationaux, vous avez bien vu qu'il y avait une vague d'abstention, une vague en marche, que quels que soient les candidats sortants, jeunes ou bien implantés, ils ont fait des scores aux alentours de 20%. J'ai fait en fait le score national, j'ai fait un point de plus que François Fillon. Après, oui, j'étais contre les primaires. Simplement, il y a un devoir de loyauté, c'est-à-dire que quand vous organisez un scrutin, moi je reste fidèle aux résultats du scrutin et à la promesse que j'ai faite aux électeurs de le faire respecter. Donc ensuite, effectivement, la défaite de François Fillon a entraîné quelque part une forme de déconfiture de la droite républicaine. De la classe politique dans sa globalité, Jean Viard, vous êtes sociologue, vous percevez tout ça. Ne pas comme sociologue. Non, j'entends bien, mais enfin, vous avez quand même quelques radars qui vous permettent d'analyser les choses. C'est un événement politique majeur, je veux dire, qui est un renouvellement de la classe politique, qui va même au-delà, si on peut dire, de ce qu'on pouvait attendre. Donc, je ne vais pas dire que c'était visible, on l'avait bien vu. Il se passe un événement majeur dans cette société qui avait l'impression d'être bloqué et qui a l'impression de se débloquer. Et il y a ceux qui adhèrent à ce déblocage, il y a ceux qui disent on va laisser passer pour voir. Il y a visiblement, d'ailleurs, dans les abstentionnistes, beaucoup au fond, ils disent bon, on va laisser M. Macron avoir une majorité, on verra bien ce que ça donne. Mais la question, c'est que tout le monde est à peu près d'accord sur le fait que cette société était bloquée, que la question de l'emploi, on peut dire ce qu'on veut, mais quand vous avez le même taux de chômage pendant 10 ans, ça veut bien dire qu'à un moment, ce qu'on fait ne marche pas. Voilà. Et donc, si vous voulez, non, mais c'est ça, à mon avis, le fond de la question. Je veux dire une chose aussi. Moi, j'habite dans ce territoire depuis près de 50 ans, donc je ne suis pas tout jeune. On fait partie. Emmanuel Macron a choisi 7 retraités pour faire exprès qu'il y ait tous les âges qui se présentent. Et il faut le dire, parce que souvent on m'attaque sur mon âge. J'habite là depuis extrêmement longtemps, depuis 69. Non, mais c'est important, j'y habite tout le temps, j'ai élevé ma famille, je veux dire. Vous êtes éditeur à la Tour d'Aigle, entre autres. Vous avez quand même besoin de M. Lovisolo pour vous faire connaître à la Tour d'Aigle, preuve que vous n'êtes pas totalement toujours dans les rues. Qui était votre adversaire en 2012. J'ai lu la presse. Le maire de la Tour d'Aigle. Allez, avec un taux de chômage, vous l'avez évoqué, Jean Viard, on va évoquer notre première thématique avec un taux de chômage qui approche les 13%. C'est plus que la moyenne nationale, enfin c'est plus même que la moyenne régionale. Le département de Vaucluse n'est pas, malgré de nombreux atouts, le plus attractif, et c'est le moins que l'on puisse dire. Beaucoup de commerces dans les centres-villes ont fermé. Il y a des secteurs d'activité en très grande difficulté. Ce sont vos électeurs qui le disent. Écoutons-les. Quels sont les atouts et les handicaps de votre circonscription? Les atouts, le tourisme, le soleil. Les handicaps, c'est un département où il n'y a plus rien, plus de grosses entreprises. C'est le 6e département le plus pauvre de France, je crois. Donc voilà, il faut des entreprises.
Du boulot, du boulot, du boulot. À part le tourisme, je vois pas trop d'atouts. Il y a le climat, il y a l'agriculture, il y a le tourisme, il y a... Pour se loger, c'est maintenant, il y a de plus en plus de trucs pour se loger. Moi, je suis un citoyen qui voit sa ville, qui l'observe et qui se dit il y a des jours où il faudrait que ça bouge davantage, que ça soit réveillé davantage. Parole des lecteurs de Carpentras, Lilian Renard. Alors on le voit, le tourisme, le soleil, et puis pas grand-chose. Est-ce que cette circonscription dans laquelle vous vous présentez, très hétérogène, où se côtoient de riches propriétés, des centres-villages délaissés, des enclaves difficiles à gagner, est-ce qu'elle finalement elle n'est pas la photo de cette France divisée en deux, de ces deux Frances qui s'opposent, qu'on n'arrive pas à réconcilier, et c'est une des grandes leçons de l'élection présidentielle. Alors j'en viens comment on fait pour recoudre tout ça? Il n'y a pas une économie dans cette circonscription, il y en a trois. Vous avez le pays de Pertuis, Tourdaigue, en gros c'est le nord de la métropole de Marseille. Donc c'est une économie de bord de métropole, et vous avez la Durance, où il y a 40 000 emplois dans le monde de l'énergie, qui est un des centres les plus créatifs en Europe dans toutes les technologies. Donc c'est pas la même question. Vous avez le pays d'Apt, qui est effectivement un peu enclavé, qui manque un peu d'habitants, et donc du coup il y a des problèmes de fermeture de services publics, etc., la maternité, parce qu'on dit il n'y a plus assez de gens, on ferme. Donc c'est un problème différent. Et puis vous avez le pays de Carpentras où vous faites votre reportage, donc les choses sont différentes. Et en plus vous avez une crise des centres-villes, on a beaucoup fait de l'extérieur des centres-villes. Dans une circonscription, dans une région qui décroche parfois, dont les centres-villes s'effacent. On est une des régions les plus dynamiques de France. Il faut faire très attention quand même. Alors c'est pas toute la région, c'est pas homogène, et donc c'est tout à fait vrai, il y a des zones plus en perdition que d'autres. Le tourisme c'est une économie, l'économie de la retraite c'est une économie, l'économie agricole, notamment de l'UVCL, notamment des cerises, reste très puissante. Mais il y a des nouvelles technologies partout dans ce territoire. Mais qui, effectivement, je suis d'accord avec vous, il y a un décalage avec les besoins de voix. Mais ne faisons pas de ce territoire un territoire qui s'effondre partout et pour tout le monde. C'est pas ce qu'on dit, mais on dit que c'est un territoire qui est fracturé, où visiblement les gens ne vivent pas les situations de la même manière. Comment on met en cohérence tout cela? Je vais reprendre le diagnostic de M. Viard et vous expliquer ensuite mon fil conducteur. Effectivement, dans le sud Vaucluse, c'est l'énergie. C'est pour ça que je me suis beaucoup investi pour défendre la filière nucléaire. C'est pour ça que j'ai un désaccord avec le programme d'En Marche, parce qu'ils veulent fermer 6 réacteurs et qu'à terme, à mon avis, la recherche dans le domaine nucléaire sera impactée à Cadarache et à ITER. Les services publics du côté d'Apt, c'est pour ça qu'effectivement, je me suis beaucoup battu pour les classes scolaires à Rustrel ou la maternité d'Apt. Les commerces, les petits commerces, la disparition des centres-villes, c'est pour ça que je me suis beaucoup battu pour la refonte du régime social des indépendants ou pour freiner des programmes de centres commerciaux portés par le RSI aux croisières. Et ensuite, vous avez parlé des nouvelles technologies et j'en viens. Pour un nouveau mandat, pour moi, la priorité, ça doit être les nouvelles technologies, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas développer ce territoire tant qu'on n'aura pas le chemin de fer du XXIe siècle, c'est-à-dire la fibre ou le haut débit. La fibre qui est portée par le conseil départemental, le haut débit qui peut arriver par des moyens un peu détournés. Mais moi, j'habite à Sceaux. C'est certain qu'à Sceaux, quand vous avez pendant 2 jours un arrêt d'Internet ou du téléphone, les entreprises vous disent, nous, on ne peut pas fonctionner dans de telles conditions. Je veux dire, connecter ce territoire, le connecter à l'avenir, c'est ça la solution ? Partout, il faut du haut débit généralisé. Je veux dire, ça, je crois que c'est comme l'autoroute ou le train au siècle précédent. Je veux dire. Et c'est vrai qu'on a pris du retard. Il y a des régions comme l'Auvergne qui sont connectées partout. Il y a des villages en Provence où le fil n'arrive pas partout. Je pense que dans les 5 ans qui viennent, la connexion, mais générale, pas seulement dans ce territoire, c'est absolument vital. Aussi bien d'ailleurs pour les anciens métiers. Vous discutez avec les agriculteurs. Ils sont connectés aussi sur les cours. Donc, je veux dire, c'est pas se dire seulement la nouvelle économie, l'ancienne économie. C'est la priorité de tous les territoires. Et de celui-là, je crois que là-dessus, ça me semble une évidence, on a pris du retard. L'autre priorité, vous l'avez évoqué tous les deux, c'est la désertification médicale. La maternité d'Apt a fermé, celle de Pertuis un temps a été menacée. Pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons. Mais enfin, on est quand même dans des situations qui sont des situations très tendues. Comment s'engager pour que la qualité de soins demeure dans ces zones? À un moment donné, il faudra faire un choix de civilisation. Je considère que les espaces métropolitains absorbent la valeur ajoutée, absorbent les populations. C'est pour expliquer un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, les populations et la richesse se concentrent dans les villes. Moi, je représente un territoire rural, donc effectivement, quand j'ai la métropole marseillaise qui vient absorber Pertuis, je dis attention, la vraie politique d'aménagement du territoire, c'est au contraire que l'État vienne installer des entreprises, mettre de la fibre, restaurer les services publics pour que la population s'équilibre. Prenez une planification étatique alors. Une planification, je suis un gaulliste, donc ça ne vous étonnera pas. Bon. Donc, par exemple, moi, je suis contre le fait que Pertuis se fasse absorber par la métropole marseillaise, parce que pour tous les villages aux alentours, c'est la mort. Le canton d'Aigues sans Pertuis, c'est la fin. Bien. Donc, on a, si vous voulez, cet enjeu principal. Simplement,
l'ARS, par exemple, lorsqu'elle regarde les hôpitaux, l'Agence régionale de la santé, elle n'a pas, de mon point de vue, pris en compte le fait que quand vous habitez à Apt, effectivement, vous êtes à côté de la maternité. Quand vous êtes à Saint-Christol, il vous faut déjà 45 minutes en temps normal. Et donc, à un moment donné, si on veut que des jeunes puissent s'installer dans ces territoires... Qu'est-ce qu'un député peut faire sur la question? Est-ce que Jean-Pierre vous engagez? Un député d'opposition, en tout cas, il peut essayer de faire entendre raison. C'est ce que j'ai fait aussi sur la cerise industrielle et le diméthoate. Restons sur les déserts médicaux. On promet aujourd'hui, dans cette circonscription, que les maternités ne fermeront plus, que des médecins seront... On ne peut pas le promettre. Ça ne tiendra pas. On peut se battre sur les maisons de santé, que ça devienne l'outil naturel. On peut se battre sur le fait que les médecins de ce territoire passent l'habilitation pour faire de la formation. Si vous prenez les 10 médecins qui se sont installés dans le sud du Luberon autour de Pertuis depuis 10 ans, ils ont tous fait leur formation sur place parce qu'il y a des médecins qui avaient fait l'habilitation. Donc il n'y a pas de secret. Pour qu'un jeune s'installe, il faut qu'il soit venu en stage, qu'il se soit rendu compte qu'on pouvait y habiter, ce qui était agréable. Là, dans le sud du Luberon, il vient même d'acheter un appartement avec 4 chambres pour loger ces gens. Donc il faut former la jeunesse sur le territoire, créer des maisons de santé et déjà on résoudra une grande partie des problèmes. Julien Aubert, rapidement. C'est pour ça que je suis allé au Conseil régional. C'est parce que c'est justement le Conseil régional qui fait du développement économique et qu'aujourd'hui, je peux subventionner les maisons de santé à Saint-Christol ou à Sceaux avec l'appui du Conseil régional. Parce qu'il y a, si vous voulez, une cohérence entre le diagnostic qu'on peut faire en tant qu'élu du territoire et ensuite les moyens d'action de développement économique. Merci Lilian. On va évoquer les questions agricoles. C'est l'un des piliers économiques du département. L'agriculture, donc en Vaucluse, c'est à peu près 40 000 emplois, un potentiel de 681 millions d'euros. C'est donc considérable. C'est un secteur qui connaît aussi la crise, les mauvaises récoltes, la réglementation européenne. Avant de vous entendre sur cette question, qui est une question vraiment essentielle pour ce département, écoutons ce que vos électeurs en ont à dire sur cette question, la question agricole. Écoutons-les. Quel avenir pour l'agriculture dans le Vaucluse? Avec tout ce qui arrive de l'étranger, il faut maintenant qu'on redonne une priorité au département, aux produits régionaux, de façon à relancer l'activité. Il y a des progrès à faire, parce qu'il y a trop de concurrence avec le Maroc et l'Espagne. Je pense que les agriculteurs, ici en tout cas dans le Vaucluse, ont de bons jours devant eux. Voilà. Comment il est-il possible que notre pays fasse des fruits beaucoup plus chers que des fruits et légumes dans un autre pays, alors qu'il y a le transport, alors que c'est vraiment problématique pour moi. Le Made in France, donc le Made in vauclusien. Donc les fraises, vous les trouvez moins chères à Paris alors qu'elles sont fabriquées ici. Déjà, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Laurent Grollet de France Bleu Provence. Alors les terres agricoles dans le Vaucluse, ça représente un tiers de la surface du département. On y retrouve 40% des plus grosses exploitations de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et pourtant, de nombreuses surfaces sont en friche. Des propriétaires qui ne veulent pas vendre à de jeunes exploitants qui voudraient se lancer. C'est un paradoxe. Comment on sort de ce cercle vicieux, Jean Viard? D'abord, ce n'est pas homogène. Vous prenez le Luberon, où le parc a beaucoup permis de valoriser la marque. Il n'y a quasiment pas de délaissés agricoles. Dans le Ventoux, il y en a beaucoup plus. Et effectivement, je pense qu'il est urgent de faire le parc du Ventoux, parce que le parc, c'est une marque, y compris une marque dans le vin, dans les produits agricoles, vous êtes opposé, etc. Donc ça, là-dessus, on n'est radicalement pas d'accord. On est souvent radicalement pas d'accord. Non, mais on est radicalement pas d'accord. Sur cette question en particulier. La métropole marseillaise non plus, on est radicalement pas d'accord. Non, mais bon, je veux dire, et je crois que c'est important de penser comme ça. Moi, je suis conseiller du parc de la Narbonnaise, c'est des sujets que je connais très bien, le rôle des parcs dans le développement économique, et c'est très porteur. Mais il faut dire aussi, prenez l'Apt Union, qui est l'usine des fruits confits d'Apt. Ils ont perdu 800 000 euros de chiffre d'affaires avec le Brexit, avec le cours des livres sterling. 15 licenciements. Si le Brexit est dur, on va encore licencier. C'est là où il faut voir, on a une agriculture d'exportation, à côté d'une agriculture de proximité, bio, etc. C'est deux agricultures différentes. Mais le cœur, c'est quand même l'exportation. Le Pays d'Apt, vous avez 200 grosses fermes qui font tourner Apt Union et l'UVCL. On a la plus belle coopérative agricole de France avec l'UVCL, Ventoux. Donc, on a toutes ces structures. Et à côté, il y a des zones plus en difficulté, c'est vrai. Et il faut renforcer l'agriculture de proximité, les niches, on va dire, le bio, la proximité, qui sont des niches, mais des niches intéressantes, qui créent de l'emploi. Et les gens ont une énorme demande. Donc, ce n'est pas un territoire, si vous voulez, il ne faut pas, encore une fois, être complètement... Le patron de l'UVCL, s'il entendait le diagnostic qu'on vient de faire, il dirait, mais vous me parlez de quel type de territoire? Mais c'est vrai aussi que, notamment dans les fruits et légumes, c'est plus compliqué, il y a des concurrences et on ne respecte pas les règles européennes. On l'a entendu sur le vin, il faut le dire, parce que c'est évident. Enfin, je ne sais pas si on le dira après, mais où effectivement, il y a du vin espagnol à très bas prix, qui utilise des
marques Occitania qui fait croire aux gens que c'est du vin de pays. Ça, je m'excuse, c'est scandaleux. Et il n'y a pas de raison qu'on ne respecte pas les règles européennes. Julien Aubert, qu'est-ce que vous avez fait pendant 5 ans justement pour redynamiser, pour soutenir le monde agricole dans une circonscription qui vit vraiment de l'agriculture? Des choses très concrètes, parce qu'il y a un problème européen, un problème français. Le problème européen, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Jean Viard, c'est-à-dire que nous avons un problème de concurrence au sein de l'espace européen, avec des fois des produits interdits en France qui sont utilisés. On fait quoi? On ferme les frontières? On ferme les frontières? Non, mais l'État devrait faire respecter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vous donne un exemple très concret. Je me suis battu pour qu'on garde le diméthoate, qui est un produit qui permet de lutter contre les parasites sur la cerise. Bon, c'est le gouvernement français, contre tous ses partenaires européens, qui a décidé de l'interdire. Moralité, aujourd'hui, les Français mangent des cerises traitées au diméthoate en Espagne ou en Turquie, et nos producteurs à nous sont en concurrence. La lavande, je suis monté à Bruxelles rencontrer M. Barroso, parce qu'on veut en faire un produit chimique, l'huile essentielle de lavande. On s'est rendu compte que c'est la France qui n'a pas empêché la Suède de classer la molécule de lavande comme substance dangereuse. Tout n'est pas la faute de l'Europe. Mais néanmoins, à un moment donné, lorsqu'on a une concurrence sur les normes qui n'est pas respectée, vous mettez des policiers ou des douaniers aux frontières, vous faites des prélèvements et vous dites vos cerises sont traitées avec des produits interdits, elles sont interdites d'accès. Donc quelque part, on se referme un petit peu. Il faut mettre évidemment des frontières. C'est une contradiction qu'on a avec Jean Viard, qui est pour une grande Europe fusionnée avec le Maghreb, la Méditerranée. Ça, c'est un point de convergence avec le Front National. Je suis contre. Vous avez fait des études supérieures. Je veux fusionner l'Europe avec le Maghreb. Ben oui, vous reprenez, c'est Libération du 29 janvier 2015. Vous irez voir, c'est mot pour mot ce que vous avez dit. Bon. Donc, ça, c'est le problème, je dirais. Voilà. Donc, après, on peut agir de manière concrète, effectivement. Mais par exemple, je vous donne un exemple là aussi, c'est pas l'Europe. Lorsque Mme Royal a décidé d'interdire à 50 mètres des habitations l'épandage de produits phytosanitaires, dans un département comme le nôtre, où on a des petites parcelles, vous aviez la moitié de la surface utile qui risquait de disparaître. Donc, à un moment donné, il faut choisir. C'est-à-dire qu'à force, si vous voulez, d'avoir, je pense, un balancement trop irrégulier entre la nécessité écologique et la nécessité agricole, on risque effectivement de ne plus avoir de produits phytosanitaires parce qu'on n'aura plus d'agriculteurs. Jean Viard, qu'est-ce que vous ferez si vous êtes élu et donc à l'Assemblée nationale pour soutenir les agriculteurs? Vous avez écrit en 2001 l'archipel paysan. Vous y décriviez les maux qui frappaient à l'époque le monde agricole. Est-ce qu'aujourd'hui, on est sur le même diagnostic, burn-out et jusqu'au suicide parfois? Non, mais alors, l'élevage de vaches est un autre problème. Effectivement, là, c'est terrible parce que c'est sur l'élevage, y compris parce que l'élevage n'est plus une façon d'exploiter familiale, parce qu'il faut travailler tous les jours, la nuit, le week-end, et que c'est plus dans notre culture. Donc, ça pose un autre problème d'organisation de l'élevage. Dans notre territoire, c'est pas la question centrale. La première question, c'est d'appliquer en France les mêmes règles que dans toute l'Europe. On ne peut pas dire rajouter des règles aux règles européennes. Si un tel produit est autorisé sur les cerises polonaises, elles doivent être autorisées sur les règles françaises. Ça ne sert à rien de faire des super niches qui tue en fait, parce qu'on est le même marché. Donc un marché, une règle. Et ça, je pense que là, il y a énormément de choses. On a voulu faire trop bien. Il faut se battre à Bruxelles. Et vous croyez que M. Hulot est d'accord avec vous? Absolument. On est d'accord. C'est dans le programme de M. Macron et on y tiendra. On est pour qu'il y ait des règles uniques sur toute l'Europe. C'est à Bruxelles qu'il faut mener les combats. Je pense honnêtement que Nicolas Hulot a une vision très écologique de l'agriculture. Mais il a raison. Voilà. Mais cette vision écologique doit être une économie de marché. On perd de vue totalement nos agriculteurs entre les normes. Pas du tout. Les normes qu'on leur impose. C'est ce que je viens de dire l'inverse. Oui, mais simplement. C'est quoi? Non, mais Julien Aubert, c'est quoi? C'est l'agriculture qui est sacrifiée sur l'autel de l'Europe? C'est ça que vous êtes en train de dire? Sur le thème de l'agroécologie. C'est-à-dire que moi, par exemple, lorsqu'on a eu l'interdiction des néonicotinoïdes pour les abeilles, c'est-à-dire des produits qui tuent les abeilles. On va rien comprendre. Ce sont les produits qui tuent les abeilles, les néonicotinoïdes. Bon, c'est un vrai problème et moi je suis pour cette interdiction. Mais ensuite, il faut faire attention parce que à force de mettre des interdictions sur tous les produits qui nous permettent de lutter contre les parasites, dans 10 ou 15 ans, nous verrons combien d'agriculteurs auront survécu. Moi, je connais des gens qui étaient au bio et qui ont dit nous n'arrivons plus à mettre... Des produits qui sont aussi nocifs pour les agriculteurs et le voisinage. Attention, la situation a beaucoup évolué depuis les années 80 ou 90. Les premières victimes des produits phytosanitaires, c'est les agriculteurs eux-mêmes. Donc il faut faire attention là-dessus et on voit bien comment ils s'équipent de plus en plus. Moi, j'ai mis comme président de mon comité de soutien une apicultrice parce que je pense que la bataille pour les ruches, elle est symbolique, je veux dire, de l'ensemble d'un système économique. Alors bien sûr qu'il faut des règles européennes pour tout le monde, mais effectivement, il faut par exemple que sur des sujets comme ça, je pense que la défense de l'abeille, c'est pas seulement l'abeille en tant que telle, c'est pas seulement le miel, c'est l'ensemble de l'écosystème.
il faut le respecter. Alors le temps pour aller vers ça, on peut discuter de la vitesse, mais pour moi c'est un enjeu majeur. Et je crois que si vous voulez, il faut bien voir les choses comme ça. L'agriculture est en pleine évolution. Et il y a l'agriculture bio, puis il y a les autres, les agricultures raisonnées. Regardez la présidente de la FNSEA, que je connais très bien, qui effectivement est dans l'agriculture raisonnée. Donc il faut avancer petit à petit pour aller. Il faut privilégier l'agriculture biologique, privilégier également les circuits courts. Et la demande des gens, c'est l'agriculture de proximité. Il est temps que les écoles se fournissent dans les territoires. Et tout ça, si vous voulez, l'agriculture, il y a différents niveaux. Il n'y a pas une agriculture. Il y a des très grandes exploitations exportatrices. Il y a de l'agriculture de proximité. Il y a de la biologie. Il y a des gens qui veulent du fromage de chèvre élevé dans leur territoire. Et c'est tout ça qui fait l'agriculture qui doit être aidée. Et beaucoup plus, effectivement, les petits, non pas pour remplacer les gros. Le petit et le gros ne s'opposent pas. Mais autour de toutes nos villes, autour de tous nos lycées, il doit y avoir des AMAP, il doit y avoir des... Et là, on peut créer beaucoup d'emplois en complément de l'autre agriculture internationale. Julien Aubert, on a le sentiment, quand on vous écoute, que pendant 5 ans, vous êtes heurté à un mur qui s'appelle l'Europe, un mur qui s'appelle des réglementations. Vous n'avez pas pu faire avancer. Alors en 2013, vous vouliez peser sur les coûts de la main-d'œuvre qui étaient défavorables aux agricultures. Je ne me suis pas pesé. Non, je ne me suis pas confronté à l'Europe. Je me suis confronté à un gouvernement qui a systématiquement nié la réalité. Parce que moi, j'entends bien le diagnostic et je peux en partager. Mais la réalité, c'est que sur la lavande, sur la cerise, sur les charges saisonnières, à chaque fois, j'ai essayé d'expliquer au ministre l'impact. D'accord ? Et je n'ai pas été écouté. Et c'est notre gouvernement socialiste qui a étranglé et asphyxié l'agriculture vauclusienne ces 5 dernières années. L'Europe ne nous avait rien demandé. Alors oui, il y a un problème européen général sur lequel on pourrait discuter de contrôle aux frontières, effectivement. Mais à la base, le problème, il est dans la manière dont on voit l'agriculture, parce qu'elle est faite aujourd'hui, elle est décidée dans des bureaux citadins. Et à un moment donné, il faut revenir au rôle originel de l'agriculture, à son rôle productif. Gouvernement socialiste, qui n'est plus socialiste aujourd'hui. Qui est en marche maintenant. Mais bon. Oui, mais justement, ça peut changer. Pour moi, la nomination de quelqu'un comme Nicolas Hulot, ça n'est pas un signal très positif. C'est que je crois que... Pourtant, il a eu des propositions aussi des gens de votre propre camp. Hein. Je pense à Nicolas Sarkozy. Si là, on avait nommé Bruno Le Maire... Sollicité par de nombreuses personnalités politiques et également à droite. Si on avait nommé Bruno Le Maire ministre de l'Agriculture, j'aurais été d'accord avec vous. Mais néanmoins, vous aurez noté que certains de mes collègues qui sont partis au gouvernement ou à la gamelle, maintenant tiennent des positions qui sont inversées par rapport à ce qu'on disait il y a quelques mois. Moi, je n'ai pas changé de discours, je reste fidèle à mes convictions. Ça, c'est sûr. Jean Viard, justement, Emmanuel Macron, qui est pro-européen, on le sait bien, comment vous allez peser, encore une fois, la voix de la France par rapport à justement une Europe qui parfois pose des problèmes administratifs, de contraintes, de règles avec les agriculteurs, pour les agriculteurs français? Emmanuel Macron était le seul candidat à la présidentielle qui a voté oui au traité européen. Et moi, c'est une des grandes raisons pour lesquelles j'ai travaillé avec lui, parce qu'au niveau d'une vision mondiale, c'est notre force. Après, effectivement, les règles européennes doivent être respectées, doivent être appliquées, et certaines doivent être renégociées. Parce qu'actuellement, elles sont rarement contrôlées, qu'on prenne les travailleurs détachés, qu'on prenne ce qu'on a dit tout à l'heure sur les surrègles que fait l'Europe. Je crois que c'est un des grands enjeux, c'est de refaire de l'Europe un modèle de développement attractif. Il y a du boulot, mais je pense que c'est un des axes centraux du gouvernement. Merci Laurent Grollet. Nous arrivons au terme de ce débat. 1 minute, comme tout à l'heure, vous avez été réservé à tous les deux pour convaincre les électeurs de voter pour vous dimanche prochain. Nous débutons avec vous. Jean Viard, vous regardez la caméra, c'est celle-ci. Ils vous écoutent, vos électeurs de cette 5e circonscription. 2 choses. La première, c'est que moi, je veux que Emmanuel Macron réussisse, que son programme soit appliqué et qu'il ait une majorité. Je pense qu'en France, il est temps qu'on arrive à une période où on a un président qui peut gouverner. Les 2 précédents ont été un peu empêchés, l'un par la crise de 2008, l'autre par effectivement son absence de majorité. Donc donnons une majorité au président Macron sur ses propositions. Les uns vont adhérer à ses propositions, les autres vont dire c'est pour voir. Les 2 raisons sont bonnes pour cette situation. La deuxième chose, c'est que je connais extrêmement bien ce territoire. J'y vis depuis 60 ans, j'y ai écrit des tas de livres, j'ai mené des tas de réflexions, j'ai travaillé sur la reconversion de la base d'Albion, j'étais à la base des dossiers techniques pour l'essai de Pertis, j'ai passé ma vie à faire une partie de mon temps de citoyen dans ce territoire. Et donc, effectivement, je pense faire le lien entre ce territoire que je connais extrêmement bien, ces grandes réformes que nous avons fait. Mon rôle, c'est un rôle de passeur, qui écoute ce qui se passe, qui regarde le territoire. J'adore ce territoire, il est magnifique. C'est pour ça que je suis venu y habiter. J'y suis arrivé, vous me direz, j'étais petit. Je pense que c'est un des territoires qui mérite d'être protégé, mais cette protection doit permettre de créer plus d'emplois et plus de richesses. C'est pour ça que je me bats pour le parc du Ventoux, c'est pour ça que je veux allier tourisme et économie, et je pense que le numérique rentre dans cette dynamique.
Parfait, vous avez entendu la clochette, vous avez fait votre minute. Merci Jean Viard, donc candidat dans la 5e circonscription du département de Vaucluse pour La République En Marche. Julien Aubert, la caméra est là. 1 minute pour convaincre. Mesdames, Messieurs, vous avez envoyé un message en 2017 qui est celui du renouvellement des pratiques politiques, du renouvellement des visages. Et je pense qu'après 5 années de mandat, j'incarne ce renouvellement. Vous avez envoyé un deuxième message qui est celui de la jeunesse. Je pense que je l'incarne aussi. Je pense que je fais partie de cette jeune garde qui est prête à bousculer un vieux système politique, certes qui n'est pas en marche, parce que je reste fidèle à mes convictions de droite, certes, mais après 5 années de travail, vous m'avez vu sur la maternité d'Apt, vous m'avez vu sur la défense de la filière énergie, vous m'avez vu sur la défense de la lavande, vous m'avez vu sur la réforme du régime social des indépendants. Je suis donc un élu qui travaille, je fais partie des 50 députés les plus actifs de France, je suis dans la proximité, vous m'avez également beaucoup vu sur le territoire, et puis vous avez envoyé un signal de probité et vous savez que la manière dont je gère la réserve parlementaire, justement, fait partie de ces nouvelles pratiques où je ne fais pas de la politique, justement, avec la réserve parlementaire. Pour toutes ces raisons, j'espère que vous me renouvellerez votre confiance le 18 juin. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau pour débattre. Laurent Lillian, merci beaucoup de la Provence et de France Bleu Provence d'avoir animé avec nous ces 2 débats, puisqu'on en avait fait un déjà avant le premier tour. N'oubliez pas d'aller voter dimanche, effectivement, pour ce 2e tour des élections législatives. Je rappelle que ce débat sera rediffusé sur France 3 Provence-Alpes un petit peu plus tard, à partir de 22h55, et que vous pouvez évidemment le revisionner sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook et sur notre site internet paca.france3.fr. Merci de votre fidélité. Bonsoir.